quand j'ai testé ChatGPT, je me suis dit, oh, c'est la première fois que je ressens qu'on pourrait atteindre la promesse du digital, qui est d'aider les RH dans leur quotidien, de leur faire gagner du temps, de leur faire faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Learning Club. Bonjour Pierre. Bonjour Clément. Alors Pierre, on ne te présente plus, Pierre Monclos, tu es aujourd'hui une personnalité du monde learning depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent te suivent peut-être déjà sur LinkedIn. Tu as 44 000 followers qui te suivent puisque tu partages au quotidien à travers tes posts mais aussi une newsletter. Toutes les actus du monde des RH et de la formation. Tu vas pouvoir venir nous partager plein de choses aujourd'hui pendant une demi-heure. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles de l'organisation apprenante, mais pas telle qu'on la connaît, telle qu'on va la connaître demain ou peut-être déjà aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que change l'IA dans ce concept d'organisation apprenante? Tu as plein de choses à nous dire. En attendant de parler de ce sujet, je te laisse peut-être nous dire, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui tu es, quel est ton parcours et quelles sont les actus du moment pour toi. Encore bienvenue Pierre. Ok, merci pour l'invitation Clément. Mon parcours, pour faire vite, moi j'ai fait du droit du travail dans mes études. Finalement, juriste, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Donc j'ai fait consultant RH en me disant c'est peut-être vers les RH que je veux m'orienter. Et il y a 12 ans, le hasard de la vie fait que j'ai rencontré les fondateurs d'une boîte qui s'appelle Youno, qui fait de la formation en ligne et qui voulait que je monte une activité de formation professionnelle en ligne, ce en quoi je croyais beaucoup. Mais moi, je leur ai dit, OK, mais je veux, si on a des salariés, gérer les ressources humaines parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai côtoyé plein de gens incroyables. Ils m'ont dit, OK, si on a des salariés. Et on a eu des salariés. Donc, j'ai été DRH pour une boîte qui a eu jusqu'à 50 salariés. C'est peut-être un bien grand mot, mais j'ai géré de la stratégie, de l'opérationnel. Et l'une des spécificités, c'est que moi, j'avais le droit de partager ce que je voulais sur les réseaux sociaux. En fait, on assumait tout ce qu'on faisait en RH, sans dire que c'était parfait ou bien. Et du coup, j'ai commencé à communiquer sur, y compris des thèmes assez clivants, sur le rapport à la discrimination, à l'éthique, au droit du travail. Sur LinkedIn, l'un des rares DRH à avoir le droit de prendre la parole comme ça. Et c'est ça qui m'a fait connaître et qui m'a aussi donné envie de partager parce que en fait, c'est vraiment inspirant de partager des autres. Parce que moi, j'ai appris mon métier. C'est certainement pas pendant mes études à l'université en RH où on m'a appris des trucs trop théoriques. Et les derniers mois de mon activité de DRH, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai commencé à tester l'IA. Ou avant, pour moi, l'IA, c'était bullshit. Quand un prestataire me parlait d'IA, souvent, c'est qu'il essayait de me vendre quelque chose, mais qui n'était pas vraiment de l'intelligence artificielle. Quand j'ai testé ChatGPT, je me suis dit, oh, c'est la première fois que je ressens qu'on pourrait atteindre la promesse du digital, qui est d'aider les RH dans leur quotidien, de leur faire gagner du temps, de leur faire faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Donc, je me suis dit, incroyable, vu que je suis un peu geek, je vais me plonger dedans. Et quand j'ai commencé à partager, alors là, il y a eu un engouement que je ne connaissais pas sur partage-nous plus de choses pratiques, pas forcément des stratégies à horizon 3 ans de comment faire la transfo IA, juste des usages quotidiens parce qu'on est un peu désemparé face à tous les inconvénients et avantages qu'amène l'IA. Et je voulais faire une pause pro, finalement, je l'ai transformé en je me mets à mon compte. Et je fais des conférences et des contenus, ce que je savais faire bien avant. Et je fais une petite pause dans ma vie de DRH. Et ça, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est toujours ça dans mon quotidien, c'est de décrypter l'impact concret de l'IA pour les RH et notamment pour la formation dont on va peut-être parler. Ouais, et il me semble qu'en parallèle, tu animes un MOOC à succès, tu vas nous en dire peut-être un peu plus. Et tu as aussi coécrit un livre qui a cartonné récemment, si tu veux nous en dire un mot. Ouais, c'est sympa de me permettre d'en parler. Alors, sur le livre, moi, j'ai appris en faisant aussi des déj avec d'autres RH dans le milieu de la tech. On avait une culture un peu différente et j'arrivais pas trop à apprendre de RH d'entreprises plus tradies. Et chaque fois que je partageais, ça avait suffisamment de succès pour qu'à un moment, je me dise, en fait, je vais faire J'entendais souvent cette phrase, il faudrait faire le blog qu'on aimerait avoir eu. Moi, j'ai fait le livre que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé à être RH, sur des pratiques un peu originales en RH, avec Michel Barabel. Et ça a beau être des sujets clivants, il y avait la transparence des salaires, la semaine de 4 jours. On a eu un best-seller RH, ce qui devient de plus en plus difficile à l'ère d'Internet quand tu vends un bouquin. Donc ça montre que ça a intéressé, et ça a intéressé des boîtes très traditionnelles. C'était pas les startups qui sont venues l'acheter en premier. Donc assez cool, ça montre qu'il y a une ouverture sur l'évolution des RH, il y a un gros volet sur le learning. Et depuis 2024, on fait aussi un MOOC avec Youno sur l'IA pour les RH qui est gratuit pour
aider dans notre mission qui est d'aider les RH à comprendre les évolutions de leur métier. Et dedans, il y a plein d'interviews, de ressources pédagogiques, et c'est gratuit parce que nous, ça nous fait connaître, donc ça, c'est toujours intéressant pour nous. Mais aussi, c'est notre manière de pouvoir former plusieurs dizaines de milliers de personnes. Là, on doit en être, à l'heure où on se parle, à 20 000 personnes qui sont inscrites sur les différentes éditions, et puis je pense qu'on en fera chaque année. Très clair. Merci en tout cas pour ta présentation. Tu es venu dans ce podcast. On se connaît depuis maintenant un peu plus de 10 ans, Ouais. Pierre. Et tu n'es jamais venu encore dans le Learning Club. Et je suis ravi parce que tu parles très concrètement. Et de manière générale, je pense que c'est aussi pour ça que les gens te suivent. En tout cas, on va essayer d'être très concret dans ce podcast. On va parler d'orga apprenante. Encore une fois, à l'ère de l'IA, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ouais. On va essayer d'être le plus concret possible pour vous. C'est un très grand concept, l'orga apprenante. Peut-être en 2 mots, si tu veux nous redire ce que c'est. Et juste après, quels sont les impacts de l'IA et pourquoi toi tu penses que l'IA va changer le concept d'organisation apprenante, en tout cas va le faire évoluer aujourd'hui et sûrement demain. Alors une petite définition, c'est simpliste parce qu'on va pas prendre beaucoup de temps, il faut aller voir des pros du sujet. Pour moi, je reprends quelques éléments officiels, mais une entreprise apprenante, c'est une organisation qui, pour s'adapter en permanence, en fait, elle établit des stratégies d'apprentissage qui ne sont pas de la formation classique. Tu vois, un plan de formation avec des actions descendantes ou quelques actions qui sont identifiées en entretien annuel, mais beaucoup d'apprentissage informel dans le cadre du travail. Quand je travaille, sans me rendre compte, je développe des compétences. L'organisation apprenante, elle va essayer de stimuler ça et de faire en sorte que les apprentissages de chacun soient partagés aux autres. Donc ça crée un cercle vertueux où on s'apprend les uns les autres. On va résumer l'entreprise apprenante déjà à ça, je pense que ce sera pas mal. Et alors, qu'est-ce que l'IA change dans tout ça ? Alors l'IA, elle change le contexte dans lequel on apprend, ce qu'on a besoin d'apprendre et comment on l'apprend. En fait, pour moi, c'est une petite révolution dans l'entreprise apprenante. Le contexte, c'est que avec l'impact de l'IA qu'il y a sur les compétences et les métiers, tout va tellement vite que si on n'apprend pas plus régulièrement, c'est difficile de bien faire son travail. En plus, si on veut aller plus loin, moi je fais partie de ceux qui pensent, c'est même un constat, il n'y a pas encore beaucoup d'études fiables là-dessus, mais on va dire c'est mon constat personnel et subjectif, que la durabilité des compétences techniques, elle est encore plus faible du fait de l'IA. Et je ne parle même pas de l'arrivée des agents IA qui ont déjà des places dans des organigrammes d'entreprise. Donc on a un vrai impact et potentiel remplacement. Donc il faut renouveler ses compétences. Et donc c'est un enjeu d'employabilité et c'est pas juste rester bien faire son travail, c'est arriver à faire son travail tout court. Et en plus, l'IA, elle fait des choses à notre place. Ce qui est en train de se passer dans le début de l'intelligence artificielle, c'est que on est en train de demander à soit des IA génératives comme ChatGPT, Copilot ou Mistral, soit des outils un peu spécialisés, de dire tiens, ça c'était ma tâche, maintenant je fais un super prompt ou je trouve une manière de te demander de le faire à ma place. Mais si on fait faire à l'IA, on fait plus soi-même. Or, c'est comme ça qu'on apprenait et qu'on entretenait ses compétences dans la durée. Et donc, si on commence à déléguer à l'IA des tâches qu'on ne fait plus du tout, non seulement on ne va pas apprendre, mais on risque de régresser sur des choses où il faut qu'on reste compétent pour vérifier que l'IA le fait bien. Sinon, on perd en esprit critique. Donc, c'est quand même un gros contexte où il va falloir qu'on apprenne beaucoup plus souvent. Et la grande question qu'on se pose dans le monde du learning, et ceux qui nous écoutent se la posent certainement en t'écoutant, est-ce qu'on va disparaître ? Est-ce que certaines fonctions vont disparaître ? Alors, pour moi, si on est un peu bullshit, entre guillemets, on dit que non, ça va se transformer, ça va évoluer. Qu'est-ce que tu en penses ? Toi, Pierre, qui suis ça au quotidien, qui analyse ça, est-ce qu'il y a vraiment des métiers qui vont disparaître ? Alors, selon les moments, ma réponse n'est pas forcément la même. Là, je suis dans une période où, vu l'essor qu'il y a des agents IA, je pense qu'il y a effectivement des métiers, pas les métiers RH, mais pas mal de métiers qui vont, alors peut-être pas totalement disparaître, mais dont on aura besoin de beaucoup moins de personnes. Du coup, il va y avoir des pertes d'emplois. Récemment, il y a le PDG d'Anthropic, qui est à la tête de l'IA Claude notamment. C'est la première fois qu'on a quelqu'un à la tête d'une IA qui dit « Attention, notre outil va détruire des métiers ». Il propose même une taxe sur l'utilisation de l'IA pour financer la reconversion des personnes. Donc quand des personnes qui n'auraient pas intérêt à dire ça le disent quand même, on peut supposer, là c'est pas une étude d'un cabinet de conseil qui veut marquer les esprits sur LinkedIn ou ailleurs en disant « Regardez, il va y avoir des millions de destructions ». Ça, je trouve que c'est un des signaux, et je le vois concrètement, de métiers où avant on avait 10 personnes qui le faisaient, là il faudrait 1 ou 2 personnes qui ont au moins 5 à 10 ans d'expérience dans le métier, et avec l'IA elles peuvent faire le boulot de 10 personnes. Donc je pense qu'à horizon 2-3 ans,
peut-être pas aussi rapidement que ce que certains disent, mais qu'il va y avoir des destructions là, de métiers à part entière. Hein. C'est pas parce qu'il te manque une compétence, c'est vraiment plus profond que ça. Et c'est Bill Gates aussi qui le disait récemment, il y a quelques semaines, et on en parlait dans un de ses épisodes du Learning Club, qui disait qu'en 2035, si je ne me trompe pas, donc dans une dizaine d'années, 90% des jobs auront disparu. Et donc ça veut dire que 90% des jobs auront totalement disparu, c'est-à-dire qu'il y aura des nouveaux jobs et des métiers qui auront complètement disparu de la circulation et du monde du travail. Donc après, comme tu le disais, on en pense qu'on veut, mais ce sont quand même des personnes qui n'ont pas ou peu d'intérêt à dire ça. Donc c'est oui, surtout que lui est en train de dire, moi je vais léguer toute ma fortune, je veux pas rester riche. Exactement, donc il n'a aucun intérêt à aller... Il a dit un autre truc qui donne le vertige, qui pourrait être complémentaire de ça, c'est que dans 10 ans, on pourrait travailler a priori 2 jours et demi par semaine en faisant l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on aurait réduit la charge de travail pour un travail qui donne le même résultat, on l'aurait divisé par 2. Bon, on va mettre du conditionnel. En tous les cas, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Moi, c'est ce que je retiens. Je ne sais pas s'il a raison ou pas et je ne fais pas de prospective. Et c'est donc peut-être l'IA qui va amener à la semaine de 4 jours ou moins. Ça, j'en suis convaincu. Ouais, c'est peut-être un sujet, si on veut préserver de l'emploi, de se dire que l'IA travaillera pour nous le reste de la semaine. Pas mal de boîtes qui sont à la semaine de 4 jours. Heureusement qu'il y a l'IA pour nous aider parce qu'en fait, c'était un peu plus difficile que ce qu'on pensait de faire moins mais mieux. Et donc, en 4 jours, ce qu'on faisait avant, voire mieux qu'avant. On revient à l'organisation apprenante. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent aujourd'hui d'aller plus vite dans l'organisation apprenante? Donc le partage de connaissances, la création de contenu, sont tous ces sujets au cœur de la création d'une orga apprenante pour développer l'apprentissage. Est-ce que toi, récemment, tu as vu des outils où tu te dis, tiens, c'est génial, on va gagner un temps fou, et là, on va vraiment aller sur ce concept d'organisation apprenante? Ouais, alors en fait, il y a plus que des outils, il n'y a pas besoin de réinventer, pour celles et ceux qui connaissent l'organisation apprenante, il n'y a pas besoin de la réinventer, il faut juste l'adapter à l'IA. Et pour moi, ce qui est le plus puissant et peut-être même le plus urgent au regard du contexte qu'on a décrit, je pense qu'il y a 3 choses. Il faut repenser les usages qu'on a de l'IA, il faut miser sur des ambassadeurs et il faut trouver les bons rituels pour que ça se dissémine au sein de l'entreprise. Si on commence par les usages, tout à l'heure, je t'ai dit, si l'IA fait à notre place, on ne fait plus, et donc non seulement on n'apprend pas, mais potentiellement on régresse. Et je ne te parle même pas des impacts en termes de sens, de santé mentale ou autre. C'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable. Et donc il faudrait développer, moi j'appelle ça des usages apprenants. Des usages apprenants de l'IA, c'est que plutôt que de lui demander de faire les choses à notre place, pas systématiquement, mais au moins de temps en temps, lui demander de changer de posture et de lui dire, plutôt que de faire le travail à ma place, je vais faire moi la V1 de mon travail, quitte à le bâcler, je le fais un peu plus vite, je fais une version brouillon, je te le soumets, je te donne mon objectif et tu me fais des feedbacks. Soit je le fais bien et tu me dis comment je peux faire mieux la prochaine fois, soit je le fais pas bien de ton point de vue et tu me donnes des feedbacks sur comment m'améliorer ou comment me former sur ce sujet si j'y arrive pas. Et ça marche aussi d'ailleurs pour les tâches qu'on ne sait pas faire. Tu vois, moi, je suis nul en finance, alors que c'est important quand même en RH. Je peux le faire quand même en finance sur des trucs que je ne sais pas faire parce qu'au moins, ça me fait mettre en pratique et découvrir quelque chose. Et puis, j'ai l'IA derrière. Petite parenthèse, faut pas systématiser ça avec l'IA. C'est aussi bien de le faire avec des humains comme on faisait jusqu'à présent. Mais, quitte à utiliser l'IA, autant lui demander, plutôt que de faire à notre place, de nous aider à savoir si on a bien fait. Ça, on va dire que c'est le niveau 1. Et niveau 2, plutôt que de nous donner les réponses, c'est de nous donner les questions à nous poser. Donc là, c'est de demander à l'IA soit des outils spécialisés, soit des IA génératives grand public. Agis comme un coach. Je vais te présenter mon défi, mes objectifs ou autres, et j'ai besoin que tu m'aides à réfléchir et à trouver les bonnes questions. Donc ne me donne pas les réponses, pose-moi des questions ouvertes. Ça, pour celles et ceux qui n'ont jamais testé ça, c'est incroyable comme l'IA est très puissante pour nous faire réfléchir. Et là, on est dans quelque chose qui est plus cognitif que vas-y, fais cet email ou fais ce plan d'action pour moi. On corrige 2-3 trucs, on relit parce que l'IA n'est jamais fiable à 100%. Ça, en fait, on réfléchit plus trop. Et donc, pour des tâches basiques comme des tâches complexes, je pense qu'il faut développer ces usages apprenants. Après, il peut y avoir d'autres niveaux. Si je devais en citer qu'un autre, c'est de paramétrer soit une IA générative, soit un assistant IA, selon votre niveau d'expertise à chacune et chacun, pour que ça devienne un super assistant d'apprentissage. De dire agis comme un formateur et fais-moi mettre en pratique, ou teste mes connaissances là-dessus, et ensuite informe-moi sur les sujets sur lesquels je suis moins bon, corrige mes activités. Il ne faut pas beaucoup prompter. Donc pas beaucoup de données d'instruction à l'IA pour que déjà elle soit très forte là-dedans. Par contre, il faut avoir envie d'apprendre avec une IA. C'est pour ça qu'elle ne remplace pas l'humain, c'est qu'il y en a plein qui disent « ça c'est sympa sur 2-3 sujets, mais quand j'ai vraiment besoin de développer des compétences un peu plus complexes,
Aujourd'hui, est-ce que ça va durer, je ne sais pas, mais en général, c'est avec l'humain qu'on a le plus d'impact. Sinon, on retombe dans les travers du digital learning des années 2000 à 2010, où il y avait un taux d'engagement horrible. Ce serait dommage de reproduire ça avec l'IA. Ouais, et tu parlais de l'IA et des évolutions. Pour moi, on entre peut-être dans une ère des agents. C'est structurer l'IA au final pour des vrais usages. Est-ce que tu vois dans des entreprises cette ère des agents, comme on pourrait l'appeler, et comme tu les citais tout à l'heure, qui apportent du concret, soit aux collaborateurs, soit aux responsables formation? Ouais, alors c'est le tout début. Déjà, les agents, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, pareil, une définition un peu plus simple que les définitions officielles, c'est un système basé sur une IA qui effectue des tâches, et ce, de manière autonome. Donc là, c'est plus via un prompt, elle sait quand l'IA ou l'agent, quand il est relié à tel logiciel, s'il y a tel indicateur qui passe à tel niveau, bah, il faut envoyer un mail ou planifier une réunion ou faire quelque chose que habituellement l'humain Et faisait. cet agent, on peut l'entraîner, le former, le coacher. Exactement. Et il peut se coordonner avec d'autres agents. Et là où ça fait peur, c'est qu'il y en a qui les mettent déjà dans les organigrammes ou où il y a des RH T'as qui gèrent des vraiment vu agents. ça? T'as Ouais, vraiment ouais, vu ouais. des agents dans des Il y organigrammes? a alors le nom de l'entreprise me revient plus, mais vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche où il y a les agents organigrammes, ça interpelle. Je dis pas que c'est l'avenir, mais ça interpelle. Et en RH, bah, il y a plein de super usages. Il y en a déjà pas mal en recrutement qui trouvent des candidats potentiels. Ça veut pas dire qu'ils vont sourcer et choisir, mais ils vont trouver des candidats potentiels pour faire une première prise de contact et en fonction des premiers niveaux de réponse, dire bah, je pense que ça vaut le coup que tu échanges avec quelqu'un de chez nous, et donc de planifier un entretien, réserver une salle, faire tout ça, et puis après, place à l'humain, parce qu'en recrutement, c'est quand même important. Alors, il y a des boîtes qui se refusent à le faire pour avoir un premier contact humain, d'autres qui disent, bah, nous, c'est une manière d'aller chercher des gens qu'on n'aurait peut-être pas contactés, parce qu'on n'a pas le temps d'aller les contacter tous proactivement. Ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle, les candidats aussi, là, à l'heure où on se parle, utilisent des candidats pour postuler. Donc il y a déjà des agents IA ou des IA qui discutent entre elles et chacun se fait passer pour un humain. Donc ça va très vite et ça nécessite beaucoup de prudence, mais c'est là, donc il faut faire avec. Et en formation, il y a déjà des agents qui scannent. Tu envoies par mail une feuille d'émargement, mais que tu as pris en photo, pas un truc très propre PDF, et ben, qui va reconnaître, ok, c'est ça le thème de la formation, telle personne était présente à telle session, elle n'était pas présente, et ben, je vais mettre à jour le TMS ou le LMS ou le système de gestion de la formation pour dire que la personne était présente ou pas, qu'elle a eu le certificat de réussite ou pas, si j'ai l'info du formateur. Ça, c'est de l'administratif qui ne créait pas trop de valeur jusqu'à présent. Les agents le font en autonomie. Et tu sais quoi, je parie que quand tu auras des études et un peu de recul là-dessus, ce sera plus fiable que des humains. Parce que quand un humain, on lui demande de faire beaucoup d'administratif, bah, il fait aussi des erreurs. Et au bout d'un moment, c'est juste parce qu'en fait, c'est pas intéressant. Et donc même si l'IA n'est pas fiable à 100%, souvent on me dit « Oula, c'est trop dangereux », je dis « Mais en fait, l'humain fait des erreurs ». Et il y a des chances que dans ces domaines, l'IA devienne, si elle ne l'est pas déjà, meilleure que l'humain. Donc le risque en vaut la chandelle. La question, quand on pense à l'IA, c'est est-ce que dans les outils, on nous promet de l'IA, il y en a vraiment? C'est le sujet quand on va sur des salons, et pour ceux qui nous écoutent, j'imagine que vous avez tous déjà vécu ça. On va sur les salons, au Learning Technologies, au LTD, peu importe le salon sur lequel on va, tous les outils nous promettent une super IA qui va nous aider. Toi qui as un regard très large sur le marché, est-ce que tu as vraiment identifié des solutions plus pertinentes que d'autres qui intègrent vraiment très bien l'IA? Ou est-ce que tout le monde a mis un petit bout d'IA et est en train de regarder ce qui se passe? Alors on va dire qu'on est au stade où c'est la jungle. Oui, il y a des acteurs où quand tu échanges, et ça se sent assez vite, même si on n'est pas un pro de l'IA, tu te dis, OK, ils ont vraiment mis de l'IA, notamment générative, au service de fonctionnalités dans leur appli. Quand c'est du jour au lendemain, il y a plein d'IA partout dans une solution qu'on utilisait jusqu'à présent, pour moi, c'est là qu'il faut se méfier et se dire, est-ce qu'ils vont pas un peu vite et ils n'ont pas juste fait un petit lien rapide? Et d'ailleurs, la manière de savoir ça, c'est aussi de leur demander leurs normes. Est-ce qu'ils ont les normes ISO qui garantissent le fait que les données sont complètement protégées? S'ils vous demandent quel est le numéro de la norme ISO dont vous parlez, bon bah ça c'est pour mettre en garde. J'ai pas vu depuis au moins un an d'acteurs qui étaient un peu borderline. Au début, il y en a eu, mais en fait, c'est tellement facile. Je fais partie de ceux, s'il y en a qui nous écoutent, qui seraient les premiers à le dire sur LinkedIn ou dans mes newsletters, de dire, bon, bah, scandale, il y en a machin qui essaie de nous vendre de l'IA, comme à l'époque, on nous l'a fait avec les MOOC, que je pense qu'il n'y a pas trop de place pour ça. Mais c'est bien de demander à des pairs qui utilisent déjà la solution ou à des experts un petit avis complémentaire. Et tu vois, quand j'ai échangé avec ton équipe produit sur ce que vous faisiez avec l'IA, j'ai pas eu besoin de vérifier quoi que ce soit, parce que juste dans l'échange et dans le résultat que ça permet, on sait que c'est l'IA. Quand ça apporte pas beaucoup de valeur ajoutée, bah, soit c'est pas de l'IA, soit ça sert à rien qu'ils vous facturent de l'IA en plus, puisque de toute manière, ça change pas grand-chose. Ce serait un peu ça ma manière de décider face à un outil.
Et en termes d'outils, on a quand même la révolution, c'est comme ça que je l'appelle, de la création de modules e-learning. Moi, j'ai vu des super outils encore récemment qui, je pense, vont vraiment changer la façon dont on construit des modules et on va vite à les modifier. Est-ce que tu penses que c'est déjà dans les entreprises une pratique? C'est une Ouais. vraie question. Et est-ce que le formateur doit avoir peur de son métier pour demain? Ou en tout cas, aujourd'hui, quand tu discutes avec lui, toi, se dit oula, comment je vais faire? Est-ce que je m'équipe? Est-ce que je change de métier? C'est quoi le ressenti? Alors, si on commence par les formateurs qui ont encore une posture de sachant et qui sont là pour délivrer un savoir, eux, ils peuvent avoir peur parce que l'IA, elle est meilleure qu'eux. Déjà, on n'en avait plus besoin avant l'IA, plus trop besoin. Pour moi, c'était pas ça qui créait de la valeur. C'est pas eux qui aident à développer des compétences. Mais à l'ère de l'IA, avec tous les tuteurs IA, les coachs IA qui se développent dans les différentes solutions de formation, eux, c'est fini. Enfin, ça, il faut arrêter d'avoir cette posture. Pour les autres qui se mettent en accompagnateur, facilitateur, comme on dit depuis une dizaine d'années grâce au digital learning, eux, l'IA peut les aider à toutes les étapes. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle autant de l'IA en recrutement, alors qu'en fait, toutes les étapes de la formation, qu'on soit côté responsable formation ou côté concepteur, formateur, l'IA peut aider à tous les endroits. Ça ne veut pas dire qu'elle automatise tout, mais elle peut juste aider pour mieux former. Moi, aujourd'hui, l'IA, elle m'aide juste à faire des choses que je n'aurais pas le temps de faire sinon quand je fais des formations. Et ma conviction, qui n'engage que moi, c'est que ça ne remplacera pas les formateurs, parce que pour engager des humains dans de la mise en pratique et du développement des compétences, si tu mets une IA, il y aura peut-être 3% ou 4%, comme au début des MOOC à l'époque, qui seront motivés et suffisamment motivés par eux-mêmes pour apprendre. Mais le reste, ils ont besoin de liens sociaux, de plaisir, d'interaction avec d'autres humains. C'est ça qui active tout ce qui fait qu'on apprend et qu'on apprend durablement des compétences qu'on va arriver à transposer dans une situation de travail qui ne ressemblera pas à la théorie parce qu'il y aura des imprévus. Et dans les entreprises, tu es conférencier, tu vas avoir de nombreux RH et tu vas avoir des équipes formation. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Est-ce qu'on est sur 80% qui trouvent ça génial ou 80% qui ont peur ou 80% qui se posent des questions? Alors sur la formation, mon pifomètre, je n'ai pas de sondage ou pour Ce que pour tu ressens l'étayer, sur le terrain. c'est que à peu près la moitié des fonctions formation sont plutôt enthousiastes, tant le gain est rapide pour créer des modules, créer des ressources simples, venir aider à marketer la formation à plein d'endroits. Et puis d'ailleurs, on le voit, les solutions learning progressent assez vite. Et il y a une autre moitié qui est dans le lot de la découverte. Et quand il y a la découverte, il y a les fantasmes, positifs ou négatifs. Il y en a qui se disent, mais ce sont des sujets trop sensibles. Avant qu'on arrive à mettre ce niveau de données dans les formations et qu'on soit certain que ce soit protégé, on n'y arrivera pas. Ça risque de remplacer nos formateurs internes ou nos ambassadeurs qui sont l'un des piliers de l'entreprise apprenante, alors qu'on a besoin de ces personnes qui ont les compétences en interne, de les garder tout le temps pour pas être dépendant de l'IA. Donc si on met trop d'IA, peut-être qu'eux, ils vont arrêter de former. Donc il y a plein j'en ai cité quelques-uns, mais il y a plein d'autres risques où du coup il y a plutôt des fantasmes négatifs et ce qui fait que la courbe d'adoption, elle est un peu plus lente. Mais sans jugement, parce que parfois il y a des vraies bonnes raisons. Puis on a vu la transfo digitale, elle a soulevé plein de choses contre-intuitives. Transformation de l'IA, c'est exactement pareil. Ok, très bien. Et le lien alors peut-être avec les contenus de formation, tu parlais des MOOC, Ouais. tu animes un MOOC sur le sujet. Est-ce que ça a servi dans votre MOOC par exemple en termes de conception pour faire du contenu, pour animer certains contenus, animer des communautés? Est-ce que vous en servez? Alors pour animer, très peu. Pour concevoir des contenus, un tout petit peu. Des fois pour nous aider à avoir une trame, mais en fait c'est surtout en amont pour la scénarisation pédagogique, pour être à jour sur la veille, parce qu'il y a mille choses à prendre en compte. Ça, on le fait même pour toutes nos formations chez Youno. Et typiquement pour revoir un contenu. Je te parlais de l'usage apprenant. En fait, moi j'ai encore du mal à faire autrement que de faire ma première version, en me disant tiens, bah là je vais dire qu'est-ce qu'un agent IA et quels sont les impacts RH. Si je le fais faire à l'IA, après je vais être un peu cantonné dans ce que m'a proposé l'IA. Alors que si c'est moi qui pose mes idées sur papier et que l'IA, elle m'aide à un peu mieux le structurer, au moins j'aurais réfléchi par moi-même et surtout j'aurais pensé à des choses où je ne me serais pas retrouvé enfermé dans une structure qu'elle me propose, où après c'est très dur d'être créatif et de se dire oh, elle a oublié ça. Donc c'est plutôt comme ça qu'on fait pour reformuler. Par contre, de créer des ressources vidéo, on l'a fait une et elle est assumée comme telle dans le MOOC, c'est juste pour montrer ce qui est faisable, mais on n'y croit pas trop. Les gens, ils veulent me voir moi, et il y a un effet qui s'appelle l'effet Uncanny Valley, où si tu vois que c'est pas un humain, mais qu'il y a une imitation d'humain, ça marche pour les robots physiques, mais aussi pour les avatars virtuels, ça crée un sentiment de gêne.
Et en formation, si on crée un sentiment de gêne, c'est à l'opposé de l'engagement et du développement des compétences. Donc je ne crois pas trop dans les avatars virtuels, sauf pour des micro-contenus de 3-4 minutes. Mais l'humain a une large longueur d'avance, tant ce sont des humains qui apprennent et qui veulent voir des humains qui leur apprennent des choses, même en vidéo. Même si ça peut aller très vite, puisque Google a annoncé récemment une nouvelle version de son outil de prod vidéo, tu as dû peut-être le voir, où on est capable de faire des scénarios de films, et on pourrait imaginer de la formation avec des scénarios, on a prompté une IA qui nous sort ça. Et peut-être que dans quelques années, il y aura un taux d'acceptation assez important où on se dit on sait que c'est une IA, les acteurs seront transparents, donc où on sait que c'est une IA et ça ne nous dérange pas. Mais je pense qu'à court terme, ce n'est pas la majorité de la population et donc il ne faut surtout pas aller là-dessus. Sinon, on va avoir des taux de complexion ridicules. On aura gaspillé énormément d'énergie parce que l'IA, quand on crée des médias, notamment des vidéos, ça a un impact environnemental catastrophique, ça consomme de l'eau, des métaux rares et beaucoup d'énergie. Donc on aura eu des conséquences environnementales dégueulasses et un taux d'engagement aussi nul que les débuts de l'e-learning et les coûts des outils d'IA, alors qu'on avait les humains et les savoir-faire à disposition. Donc parce qu'il ne faut pas oublier en effet que c'est un très gros coût et souvent on se dit que ça va remplacer un humain ou un demi-job ou autre, mais quand on regarde le coût de l'outil, ça peut être vite très cher. Donc c'est souvent oublié dans les budgets. J'ai les premiers RH qui me disent, les directions, on a étudié et en fait ça nous coûte plus cher de le faire par l'IA que notre ancien logiciel sans IA, mais qui nous demandait un peu plus de temps. Donc ça, c'est une bonne problématique à creuser. Parce qu'il y a les sujets financiers, les sujets écologiques aussi. Je ne sais pas si toi qui es sur tous ces sujets autour de l'IA, tu as des dernières tendances sur est-ce que les IA vont vraiment être plus écolos qu'elles le sont aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Ça, c'est mal parti pour. Tu sais qu'à chaque conférence que je fais, quand j'aborde pas le sujet, c'est la première question que me posent les RH, c'est et quid de l'impact environnemental. Pour l'instant, même s'il pourrait y avoir des modèles un peu plus frugaux, c'est l'inverse qui est en train de se passer. D'où le fait que toutes les grosses boîtes d'IA achètent ou font construire des centrales nucléaires. C'est pas juste parce qu'ils veulent décarboner l'énergie, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'énergie disponible sinon pour entraîner les modèles d'IA et les faire tourner. Donc là, pour l'instant, à court terme, on est plus en train de continuer de dérégler le climat, alors qu'on devrait faire l'inverse. Déjà, on n'a plus beaucoup de temps. Et les seuls leviers qu'ont les entreprises, c'est d'encourager des usages raisonnés. On le fait que quand c'est utile. C'est bon, on a tous généré des super photos. Moi, le premier, marrante ou réaliste. En fait, si ça n'a pas de finalité, les banques d'images, elles faisaient déjà le taf. Donc, on ne va pas régénérer des photos ou des médias. Donc, d'encourager des usages utiles et raisonnés, de n'utiliser l'IA que quand on estime qu'on en a besoin. De faire savoir l'impact environnemental, même si les acteurs sont opaques, donc il n'y a pas beaucoup de chiffres. Et d'exiger des acteurs qui soient transparents là-dessus. Si vous utilisez une solution d'IA ou une solution RH qui intègre de l'IA, demandez-leur à chaque requête ou pour l'entraînement du modèle, c'est quoi l'impact environnemental qu'il y a eu pour qu'on passe dans une ère un peu plus saine, mais je ne sais pas s'il va arriver. Merci en tout cas, Pierre, d'avoir partagé tout ce sujet de l'organisation apprenante à l'ère de l'IA. On va maintenant passer au Fast and Curious. Alors, le Fast and Curious, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est quelques questions pour toi, Pierre, surtout beaucoup de partage. Et la première question, c'est si tu devais décrire le futur de la formation en un mot, qu'est-ce que tu nous dirais ? Je redoute que beaucoup l'aient déjà dit, mais ça reste ma conviction avec l'IA, c'est personnalisé, individualisé. L'IA nous permettra cette promesse, mais je suis sûr qu'on te l'a déjà dit dans quelques épisodes. Ouais, mais plus que jamais, c'est le terme qui va avec l'IA, donc on prend. Ça, au moins, c'est bien. Ouais. Un outil de formation que tu souhaiterais partager à nos auditeurs ? Alors, je ne sais pas si à la base, c'est pour se former, mais incroyable. Je le fais en 15 secondes pour être court. Google, ils ont dans leurs outils d'IA quelque chose qui s'appelle Notebook. Notebook, tu peux mettre jusqu'à 300 PDF de documents. Moi, j'ai mis le dernier rapport du World Economic Forum sur l'évolution des métiers et des compétences. Tu importes ce document. Premier usage, tu peux poser toutes les questions que tu veux sur le document. Donc, tu n'as pas besoin de le lire. Tu poses les questions, ça te dit directement quelle est la réponse. Intéressant pour comprendre et apprendre au passage. Deuxième usage, déjà incroyable, c'est que ça génère un podcast. C'est disponible en français maintenant, au début ça ne l'était pas, où tu as deux personnes, on dirait que ce sont des humains, mais on sait que ce sont des IA, et qui en 5 minutes, sur un ton de podcast, tu vois, ils se tutoient, ils ont un peu le ton comme à la radio, qui disent, on va parler des principaux apports de ce rapport. Donc ça, déjà, vachement bien pour apprendre quel est l'avenir des métiers d'un rapport de 300 pages que j'aurais jamais pris le temps de lire. Et
usage, alors là c'est absolu, il faut absolument le tester pour celles et ceux qui nous écoutent, tu peux choisir de rentrer dans le podcast. C'est-à-dire que tu interromps les deux IA qui parlent et tu dis attendez, là, moi j'ai pas compris, vous avez parlé de ça, est-ce que vous pouvez revenir dessus? Et tu discutes avec les deux personnes. Ça, pour apprendre des choses, le côté immersif et nouveau, je pense incroyable. Enfin, moi j'adore. Notebook, c'est gratuit? Je pense que Une la version- version, au moins podcast, on peut pas rentrer dans le podcast, mais ça c'est dans la version gratuite, je pense, ouais. Et ben en parlant de podcast, un podcast ou un livre que tu nous recommandes? Il y a un livre en ce moment on va pas parler que de formation, mais Michel Barabel, avec qui j'avais écrit mon seul livre, il a sorti Green RH sur le rôle de la fonction RH dans la transition écologique des entreprises, y compris dans le volet learning, à quoi le learning sert, mais aussi comment on fait de l'éco-conception de formation, etc., notamment avec l'IA. Vraiment super. Je ne l'ai pas lu en entier encore, mais je le recommande déjà tellement le peu que j'ai lu, incroyable. Il interviewe plein de RH pour leur donner la parole. Ok, et ben on mettra ça en descriptif du podcast. Un livre, un influenceur ou un blog que tu as suivi récemment ou que tu as lu et qui t'intéresse? Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, l'une des personnes, si on reste sur l'IA, c'est Luc Julia, le cofondateur de Siri, qui bosse aujourd'hui chez Renault et qui est peut-être l'une des seules personnes qui parle de l'IA sans langue de bois sur tout ce qu'on peut en attendre et tout ce qui est dégueulasse derrière l'IA. Et là, je ne parle pas que de l'environnement, mais de l'influence de certains pays via les réponses suggérées aux IA, de ce qu'elle encourage, de à quel point ça pourrait appauvrir le travail, ou l'école bleue, ou l'école blanc, ou les juniors, tous les... Alors, c'est un peu déprimant, mais au moins il le dit de manière cash et pédagogique. Il travaille pour Renault. Et aujourd'hui, ouais, je ne sais pas si c'est à plein temps, parce qu'il fait beaucoup de conférences, mais dans son titre, il est aussi au comité IA de Renault. Donc ancien fondateur de Siri à suivre, en effet, on le voit de plus en plus. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Pierre? Et ben en ce moment, du coup là c'est un peu mon paradoxe personnel, je bosse sur l'IA, mais l'IA pollue, et ce qui fait que j'ai envie de me lever chaque matin, c'est de me dire comment est-ce qu'on va atteindre ce fameux point de bascule où on va arrêter de continuer l'ancien monde tel qu'on le vit actuellement, où c'est l'économie qui drive tout, et qu'on passera à un nouveau monde où l'économie ne va pas disparaître, mais on va plus chercher à bien faire les choses pour bien vivre ensemble, plutôt que de prendre toutes les pentes glissantes qu'on prend, que ce soit d'un point de vue démocratique, politique, en termes de sécurité, d'environnement, de fake news, parce que l'IA, hélas, aide à ça. Donc c'est plus de me dire comment je vais contribuer à ça, alors qu'aujourd'hui, je suis en train de parler d'IA, et que l'IA, hélas, ça pourrait être une solution, mais pour l'instant, c'est plus un problème. Intéressant. Et qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club? Quelqu'un d'inspirant dans le monde L&D que tu aurais vu récemment? Alors, je l'ai déjà interviewé 2 fois et j'aimerais à nouveau l'entendre. Donc, je pense directement moi, à Jordan Defas, qui est le responsable L&D de Doctolib. Que tout le monde connaît. Doctolib, que tout le monde connaît, ouais. mais pas pour l'IA. Okay. Et ils ont fait un virage IA relativement récent. Ils ont pas d'IA dès le départ. Et en fait, ce qu'ils font et la vitesse à laquelle ils le font, et en plus, il y a des super parallèles avec les RH, parce que les médecins ont des rôles assez similaires aux RH quand on l'écoute. Donc c'est lui que j'aurais envie d'entendre sur comment on fait pour former sur des sujets aussi rapides et complexes, et comment on intègre l'IA dans le quotidien des équipes. Eh ben merci, on lui enverra une petite invitation, et peut-être qu'on le recevra dans un prochain épisode du Learning Club. Pierre, merci pour cette 30aine de minutes ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ton engagement autour de l'IA, tu viens d'en parler, ou moins d'IA, probablement, ou plus intelligemment utilisé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Que je trouve des choses à partager, à décrypter qui ont de l'impact, parce que c'est ça qui m'anime professionnellement. Si je deviens trop théorique ou prospectiviste ou que ça n'a pas d'impact, je souhaite qu'on me le dise aussi. Voilà. Comme ça, je changerai de métier. Top. Et en tout cas, on peut te retrouver sur LinkedIn. Comme je le disais en introduction, tu es une personnalité du monde L&D et RH en France. Tu partages assez concrètement ce que tu penses, donc c'est top. Merci pour tout ce que tu fais sur LinkedIn et pour le monde L&D. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Merci.